Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers du design, de l'UI et de l'UX. Comment créer des expériences utilisateurs exceptionnelles? Imaginer des expériences qui captivent et surtout qui convertissent. C'est précisément le sujet du jour. Je suis Marine, consultante RH spécialisée en talents et compétences, et j'accueille Lorraine, notre experte du jour. Et toi, prêt à déléguer? Pour le savoir, clique sur le lien du quiz en description. Bonjour Lorraine, bienvenue dans le podcast. Merci pour l'invitation et je suis ravie d'être ici, d'être avec toi et que les auditeurs aussi apprécient ce podcast. Alors, est-ce que tu peux justement commencer par te présenter pour qu'on puisse comprendre qui tu es, ce que tu fais et ce dont on va parler aujourd'hui? D'accord, avec grand plaisir. Donc moi, c'est Lorraine, je suis UX, UI designeuse et web designeuse. Donc en fait, grossièrement, je crée des sites internet et des applications mobiles. Donc en fait, j'accompagne les entreprises, start-up en général, ça va être surtout des start-up ou des entreprises, à développer un site internet ou une application en prenant en compte le client final, l'utilisateur, pour créer l'interface et l'expérience dessus la plus intuitive possible pour éviter, si l'utilisateur a besoin d'une carte pour pouvoir naviguer sur le site, c'est qu'il y a un problème là-dessus. Donc, c'est un peu mon métier d'essayer de permettre à l'utilisateur de naviguer sur le site ou l'application mobile sans avoir besoin d'une carte à côté. Ok, donc une navigation simple pour retrouver les informations utiles sur cette appli ou sur ce site internet. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu interviens dans des domaines particuliers ou finalement que n'importe quelle typologie d'entreprise pourrait avoir besoin de toi sur ces applications? Alors moi, je n'ai pas forcément moi, je suis spécialisée dans le digital. L'UX, on va dire, c'est partout. Un produit peut avoir de l'UX, et cetera. Moi, je suis spécialisée dans le digital, mais après, j'ai pas de domaine de prédilection. En fait, j'ai un peu un côté curieuse et du coup, j'aime bien toucher à tout. Donc, je peux vraiment, j'ai pas réussi à me nicher comme diraient les coachs business où on a une obligation de se nicher. J'avoue que moi, j'ai pas réussi parce que je suis tellement curieuse et j'ai envie de découvrir différents métiers, des choses comme ça. Donc, tant qu'il y a de l'UX derrière et que le projet est intéressant avec beaucoup de recherche, moi, ça me va. Alors justement, ça tombe bien, on va peut-être commencer par définir un petit peu les termes que tu utilises parce que je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc tu as parlé d'UX, d'UI, de design. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu tout ce que ça veut dire? Ouais, bien sûr, ouais. L'UX, en fait, c'est user experience en anglais, donc l'expérience utilisateur. Donc là, ça peut être un peu tout, en fait. Techniquement, quand tu rentres dans un magasin et tu arrives à te déplacer, ça reste de l'expérience utilisateur. On parle souvent du UX pour les sites internet et les applications mobiles, mais en soi, l'expérience utilisateur est partout. Techniquement, tu appelles ton service client parce qu'il y a un souci avec ta box ou j'en sais rien avec ton produit. Techniquement, ça reste de l'expérience utilisateur. Et donc, moi, je suis spécialisée dans le digital, donc vraiment créer une interface fluide, efficace, etc. Après, il y a l'UI. En fait, c'est quoi? C'est User Interface, donc interface utilisateur en français. On utilise dans mon domaine beaucoup d'anglicismes, désolée. Et l'user interface, c'est par exemple un site internet. En fait, ça reste une interface, que ça soit visible. L'interface, c'est, on va dire, ce qui permet de voir l'objet ou le site ou des choses comme ça. Donc, on va parler d'interface pour un site internet, d'une application. Techniquement, un produit, ça pourrait être une interface, mais par exemple, si vous êtes dans un centre commercial qui a des tables, des maps interactives, c'est une interface aussi. Donc en fait, tout ça, ça va être de créer quelque chose de design. Donc le design, c'est quoi? C'est un peu le fait de rendre un peu jolie la chose. Et donc en fait, l'UX et l'UI, techniquement, c'est deux mondes différents, mais ils sont très liés. En fait, l'UX va travailler beaucoup la stratégie et connaître les besoins de l'utilisateur. Et l'UI, ça va être un peu la représentation graphique, visuelle de l'UX qu'il y a derrière, en fait. Et c'est pour ça que c'est
techniquement, ça peut être 2 métiers différents. On peut être juste UX designer ou juste UI designer, mais en général, on travaille quand même en synergie parce que sans l'un, l'autre ne fonctionne pas, en fait. Oui. Alors peut-être pour simplifier et donner un exemple, on pourrait dire que l'UX, c'est de déterminer que le client a besoin d'un bouton panier pour pouvoir retrouver ses informations. Et à l'inverse, l'UI, ça serait de déterminer que ce bouton doit avoir plutôt le symbole panier que le mot panier pour que graphiquement, ça puisse rentrer dans l'interface au global, de manière, agréable et design. Oui, c'est un peu ça l'idée. Enfin, moi, j'aime bien utiliser, je sais pas si tu as déjà vu ou les internautes ont déjà vu, le même avec la bouteille de ketchup à l'époque où il fallait secouer la bouteille de ketchup pour avoir du ketchup. Donc techniquement, la bouteille, c'est de lui. Et l'expérience, le fait que bah, au début, on devait secouer la bouteille de ketchup pour avoir du ketchup, en fait, c'est le fait qu'on n'était pas content, qu'il fallait taper et secouer pendant des heures pour avoir genre un petit peu de ketchup. Ça, c'est l'expérience utilisateur parce on rageait parce qu'on n'avait pas assez de ketchup. Alors qu'avec les nouvelles bouteilles de ketchup, bah, la bouteille de ketchup, c'est de lui. Et le fait qu'on a du ketchup juste en faisant une petite pression sur la bouteille et qu'on a plein de ketchup, bah ça, c'est une bonne expérience utilisateur. Et je trouve Oui, que donc de l'exemple, faire il en est trop sorte parlant. que, oui, donc faire en sorte, en fait, que l'utilisateur, il puisse, trouver, l'expérience, qu'il attendait de manière fluide, facile, sans se poser de questions et qu'il soit, satisfait à la fin, content de son expérience. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, en général, les personnes vont préférer quand vivent une bonne expérience, seront plus à même à acheter une nouvelle fois un produit ou à plus souvent utiliser telle application mobile que Mmh, plutôt une autre où ils se trouvent complètement perdus, en fait. complètement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres termes qu'on n'aurait peut-être pas encore définis et qui te sembleraient importants, Je pense que oui. Moi, je joue beaucoup sur l'accessibilité. Donc en fait, c'est juste rendre accessible, à tous, les interfaces. Donc par exemple, pour des personnes qui ont des problèmes visuels, notamment du daltonisme, en fait, il faut que j'apprenne, enfin que je connaisse un peu comment fonctionne le daltonisme et essayer d'adapter justement mon interface pour qu'elle soit accessible au daltonisme. Parce que faire un beau design, c'est bien, mais s'il n'est pas visible par tout le monde, c'est dommage. Ou des fois aussi d'essayer d'adapter le site pour les personnes qui sont aveugles, des choses comme ça, ils peuvent pas voir justement. Et donc, c'est comment adapter son site pour qu'il soit accessible à ce type de personnes-là, surtout si on est dans des produits type, je sais pas, sur la médecine, etc. C'est quand même les personnes les plus sensibles à utiliser ce genre de produit-là. Donc, il faut vraiment adapter notre produit à ce type de personnes-là. Et c'est un gros challenge, on va dire, sur le digital de pouvoir rendre accessible quelque chose à une personne qui ne voit pas. Donc, c'est quand même un gros challenge. Et donc, l'accessibilité, en fait, c'est ça, c'est rendre accessible à tout le monde nos produits. Ouais, OK. Ça, c'est un point vraiment aussi important parce que alors on commence à avoir un petit peu cette sensibilité de faire des sites, plus éco-responsables, moins lourds, plus voilà, pour respecter un petit peu plus, l'environnement. Mais c'est vrai que l'accessibilité, c'est pas encore un sujet dont on parle trop et pourtant c'est d'autant plus important que pour inclure tout le monde, dans le process, c'est important. Ouais, je suis totalement d'accord. Et après, je sais pas si le côté accessibilité, ça me touche un peu personnellement parce que je suis gauchère et il y a certaines choses que je n'ai pas pu. Par exemple, quand j'étais à l'école, bah, les ciseaux de gaucher n'existaient pas encore. Et du coup, je ne sais pas vraiment couper avec des ciseaux et je sais pas si ça m'a frustrée. Et du coup, je mets beaucoup un accent sur l'accessibilité pour cette. Je sais pas si ça a joué. Je pense que oui. Mais il y a cette idée-là derrière, le fait que j'ai pas eu mes ciseaux quand j'étais petite. Maintenant, j'essaie de ne pas faire revivre la même chose aux personnes qui pourraient vivre ça. Ouais. Ouais, ben, c'est sûr que de toute façon, nos histoires personnelles, influent beaucoup sur la façon dont on amène nos métiers. Alors justement, en parlant d'amener, nos métiers, quand on commence à réfléchir à ces sujets-là, par quoi tu nous conseilles de commencer ou comment, justement être plus sensible à cette partie-là? Et quand on commence à réfléchir à faire son site internet ou créer des applications, peu importe, à quelle étape on en est, qu'est-ce qu'il faut pas manquer au début?
D'accord, ouais. C'est une très bonne question et assez, en fait, je pense que vraiment quand on veut créer, un site internet, c'est ultra important même pour, un entrepreneur et tout, pour se faire connaître parce que, pour moi, je dis ton site internet, c'est un peu comme la vitrine d'un magasin dans une rue. En fait, il faut qu'il soit, joli, accessible et cetera et en fait, ça reste, ta vitrine donc c'est hyper important d'avoir un site internet. Donc tout d'abord, pour moi, il faut quand même bien connaître, ton business, en fait, j'ai envie de dire, connaître qui tu es, pourquoi tu fais un site internet. Je sais que la visibilité, c'est le premier truc, mais ensuite, il faut savoir aussi un peu plus, pourquoi tu veux. Est-ce que c'est un site vraiment juste pour présenter tes produits? Est-ce qu'il y a un côté, plus, vente? Qu'est-ce que tu recherches derrière? Est-ce que c'est plus pour faire du blogging, un peu pour présenter ton métier ou, donner un peu plus de nouveautés sur ton produit ou sur ton service ou sur ton domaine. En fait, c'est un peu de savoir, en plus de qui tu es, c'est de savoir aussi pourquoi tu fais ton site internet. C'est assez intéressant de le savoir en amont parce que c'est vrai qu'on peut designer ton site plus ou moins différemment en fonction si tu fais plus de la vente ou plus d'une présentation, par exemple, de tes services ou de tes produits, de tes projets comme un portfolio pour un designer, on va dire peut changer un petit peu l'interface pour être vraiment adapté en fonction de ton objectif. Ensuite, avoir une charte graphique, pour moi, c'est un indispensable pour vraiment avoir cette cohésion graphique sur tous tes supports de com. Donc pour moi, ça, connaître son business et connaître sa charte graphique et avoir une charte graphique, c'est l'idéal pour commencer. Et aussi connaître un peu tes utilisateurs et tes clients cibles pour savoir, pour essayer d'adapter la navigation à eux, pour essayer de trouver quel est le parcours, enfin connaître les besoins profonds, j'ai envie de dire, de ta cible pour vraiment adapter la navigation et le texte aussi de ton site parce que ça reste aussi important. Et comme ça te permet vraiment d'avoir les bonnes bases pour pouvoir commencer la création d'un site internet ou d'une application mobile en fait. Oui, donc c'est quand même d'avoir premièrement réfléchi à sa stratégie, donc de savoir où on veut aller avec, de savoir aussi comment ça va nous aider et à quel objectif on va répondre en allant dans ce sens-là. Mais ce qui est en fait tout à fait logique quand on y pense, c'est que créer un site internet en se disant moi, je vais commencer par la page d'accueil puis on verra bien, on risque quand même rapidement d'avoir un arbre, enfin ou en tout cas une arborescence qui perdent un petit peu de sens parce que après les pages seront pas bien imbriquées les unes dans les autres et donc on perd complètement l'intérêt et l'expérience utilisateur parce que bah, les gens seront perdus et ils comprendront pas la comment enfin, l'arborescence complète du site et du coup où retrouver chaque information dans le site. Ah, c'est clairement ça. Enfin, ces questions-là, c'est à se poser assez tôt dans la création de son site internet. Pour moi, avant de commencer sur le design, faut déjà avoir la strat, l'identité visuelle et connaître l'arborescence en amont pour pouvoir bien organiser ensuite le design de son site internet. Pour moi, si tu démarres direct sur la création de ton site internet, il y a un problème et tu vas vite te tomber dans le piège, on va dire, et tu risques de perdre ton utilisateur. Et ça, c'est. Justement, ton utilisateur, quand il regarde ton site, il regarde aussi ceux des concurrents. Donc, s'il est perdu sur ton site, il va forcément aller voir celui du concurrent. Donc, vraiment, c'est important de prendre ça en compte pour pouvoir ensuite gagner soit en confiance des choses aussi. Parce que des fois, une mauvaise expérience utilisateur, soit l'utilisateur va se dire bon elle est mauvaise, je vais voir ailleurs, mais il pourrait se dire c'est peut-être une arnaque aussi, je vais peut-être la dénoncer, alors que pas forcément. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça pour être sûr de promouvoir une belle image de son entreprise et en même temps d'offrir une belle expérience utilisateur parce que ça peut donner envie de le faire revenir ou d'acheter un autre produit, des choses comme ça. Donc c'est vraiment important de prendre tout ça en compte, quoi. Mm. Et ça fait un peu le lien justement avec ma question suivante, qui était d'identifier un peu l'erreur à pas commettre quand on se lance un peu justement dans cette réflexion. Et du coup, l'erreur que moi, en tout cas, je vois, on verra si tu me donnes la même juste après, mais la première erreur que je pourrais voir, c'est de tomber un petit peu dans cette injonction de
pour être entrepreneur, il faut avoir un site internet, donc fais un site internet. Et donc, on a quand même un peu cette tendance à répondre à l'injonction sans s'être préparé préalablement, sans avoir eu cette réflexion de pourquoi je le fais, en quoi ça va m'aider, etc. Et donc, de se retrouver avec des sites qui sont très jolis, mais qui sont soit pas fonctionnels, soit qu'on va devoir sans cesse retoucher parce que notre stratégie elle va évoluer en même temps. Et donc, notre site va devoir continuer à évoluer et c'est du coup peut être un peu dommage. Ouais, c'est l'erreur la plus courante, ouais, c'est ça, c'est les entrepreneurs qui sont juste dans la création de sites sans vraiment savoir pourquoi, comment, etc. Et du coup, on se retrouve avec des sites en général qui partent d'un template. C'est très bien de partir d'un template, surtout quand on n'a pas le budget. Mais du coup, on se retrouve des fois avec quasiment le même site avec pour différents domaines d'activité. Et ça, c'est dommage parce qu'on perd complètement notre identité, ce qui fait notre différence. Et du coup, ça peut être une problématique. Donc, partir d'un template, moi, je suis largement pour, surtout quand on commence, parce que je sais qu'on n'a pas forcément les finances, etc. Donc, partir un template, c'est bien. Mais il faut vraiment bien le personnaliser pour que ça apporte notre touch, en fait, j'ai envie de dire notre touch, qui nous différencie des autres concurrents qui pourraient prendre le même template, en fait. Donc ça, je pense que c'est la première erreur. Après, je sais qu'il y a des fois des erreurs, on n'a pas d'identité visuelle, donc on prend quelque chose au pif, j'ai envie de dire peut-être un template, on va pas trop changer le template justement. Et par contre, sur notre com Insta, on va prendre carrément un autre template Canva par exemple. Et du coup, en fait, quand on va communiquer sur les deux supports, on va pas voir forcément le lien entre les deux entreprises. Donc, c'est hyper, enfin, pour moi, l'identité visuelle, elle est importante pour ça aussi, pour avoir cette cohérence. Donc, faire un site sans stratégie, ne pas avoir d'identité visuelle, je pense que c'est les deux problèmes majeurs. Et après aussi, niveau texte, je sais que c'est un peu compliqué, mais le texte peut servir pour le SEO, mais aussi pour essayer de convertir notre visiteur en client. Donc, ça peut être important aussi de prendre le temps de bien écrire et de bien designer tout ça. Donc, je pense que c'est les 3 erreurs que je peux voir sur les sites internet. Ouais, ouais. Alors justement, ça, on a des très belles liaisons dans notre épisode aujourd'hui. Tu arrives assez facilement au sujet suivant. Ma question là, elle allait plutôt porter sur les partenariats parce que on a compris dans tout ce que tu nous as expliqué qu'en fait, avoir un site internet, c'est pas seulement travailler sur finalement le background, ce qu'il y a derrière la technique, comme toi tu peux l'accompagner, c'est aussi travailler sur ses textes, ses visuels, sa charte graphique. Comment ça s'organise quand toi tu travailles? Tu travailles, en équipe avec d'autres métiers? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement? Ouais, ça m'arrive de travailler avec d'autres freelances parce que je sais que, enfin, on peut pas être parfait, expert partout. Donc j'avoue que moi, ça m'arrive de travailler avec d'autres freelances, notamment pour tout ce qui est, si une entreprise vient me contacter, mais elle n'a pas du tout de stratégie, etc. Je peux travailler avec des brand designers. Donc eux, ils vont beaucoup s'occuper sur la stratégie, notamment créer une identité visuelle solide et complète avec un logo. Si l'entreprise a déjà une stratégie, mais pas forcément une charte graphique très bien définie, là, je peux m'en occuper parce que, enfin, je suis pas une experte en logo, donc moi, je ne ferai pas de logo. Mais je peux faire des identités visuelles si le reste est déjà bien cadré. Il y a juste l'identité visuelle qui n'existe pas. Donc, ça, je peux m'en occuper. Et sinon, après, je vais m'occuper de toute la partie stratégie du site et la conception du site sur WordPress ou Webflow, ça dépend. Et pour la rédaction de web, je sais que c'est un domaine et une expertise totalement différente de la mienne. Là, je sais que je n'ai pas du tout les compétences pour le texte et du coup, je fais appel soit à des rédacteurs web SEO, soit à des copywriters pour qu'ils puissent créer les textes du site si le client ne me les envoie pas, parce que des fois, le client a aussi, si les rédacteurs web SEO, je n'ai pas besoin de faire appel vu que c'est déjà ses compétences. Donc, forcément, si le client le fait, il m'envoie les textes, je les inclus dans le site. Par contre, des fois, je fais appel à des rédacteurs web SEO vraiment pour aider justement soit au référencement, soit à des copywriters vraiment pour le côté vente
Donc oui, ça m'arrive de temps en temps à travailler en collaboration avec d'autres freelances pour vraiment donner le meilleur pour mes clients, quoi, parce que j'ai envie de... Voilà, c'est un peu mon Ouais. idée, c'est donner le meilleur pour mes clients. Donc c'est pour ça que je collabore. Je sais que j'ai des faiblesses, mais justement, je comble mes faiblesses en travaillant avec des experts dans leur domaine pour donner le meilleur pour mes clients. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est quand même une activité qui est de manière stratégique en lien avec d'autres activités de l'entreprise. On peut pas juste se dire bah, ce mois-ci je vais faire mon site internet sans avoir pris en compte plein d'autres données et donc plein d'autres compétences qui vont avec. Oui, en général, c'est quand même une collaboration entre bah, le côté visuel, design, on va dire, la rédaction et après toute la partie site internet où il y a la partie design du site internet avec toute la strate UX, UI, etc. Et il y a aussi bah, la partie technique, j'ai envie de dire, bah, soit passer par du code, soit passer par des CMS comme WordPress, des choses comme ça. Donc il y a aussi de la partie technique, on va dire, d'intégrer un site internet pour le rendre en ligne aussi, parce que le but du site internet, c'est qu'un jour ils sont en ligne sur le web. Donc c'est quand même l'avantage, Oui. je pense que c'est le vif du sujet. Donc ouais, c'est un peu, il y a différents métiers. Enfin, dans le site web, il y a quand même plein de métiers derrière qu'on, tant qu'on n'est pas dedans, en fait, on pense que c'est juste un site. Enfin, on m'a déjà dit, mais pourquoi tu as besoin un mois pour faire un site internet? Bah, c'est parce qu'en fait, il y a plein de compétences derrière et je peux pas les faire en une journée, quoi. C'est assez compliqué de faire ça en site internet. Vraiment, si on veut vraiment donner de la qualité, on peut pas faire ça en une journée. Donc, ouais, c'est ça. Et en fait, il y a plein de compétences nécessaires pour pouvoir faire un bon site internet, en fait. Et dernière question, justement, les sites internet, on visualise quand même assez bien ce que c'est. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui en ont, donc c'est quelque chose d'assez répandu et usuel. Par contre, les applications mobiles, ça c'est un peu moins connu. Est-ce que tu peux nous donner des exemples dans quel cadre une entreprise pourrait se dire, bah là, je pense qu'il faudrait aujourd'hui, dans ma stratégie, que je développe une application. À qui ça peut s'adresser et qui peut être intéressé d'aller dans ce sens-là? Ouais, bah, je pense que enfin, ça sert à rien de faire une application juste pour faire une application pour dire c'est tendance. En fait, il vaut mieux la faire entrer dans la stratégie. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est si on a un site e-commerce, ça peut être intéressant de faire une application type e-commerce, enfin vraiment la partie e-commerce de son site. C'est pour ça qu'on a des applications type Zalando, Amazon, etc. On peut les retrouver en application. Après, ça peut être pour proposer une autre solution. Je sais que j'avais discuté avec quelqu'un qui avait fait une application pour aider justement les infirmières à pouvoir libérales, donc celles qui se déplacent régulièrement, à optimiser le suivi client, etc., enfin, le suivi des patients. Et en gros, l'application était nécessaire parce qu'elles ne peuvent pas trimballer tout le temps leur PC ou un gros cahier, etc. à chaque fois. Donc au moins, le téléphone, elles l'ont toujours sur elles. Donc là, l'application, c'était nécessaire. Il y a d'autres applications qui peuvent être utiles, par exemple pour la partie réseaux sociaux ou recherche, des choses comme ça. Blogging, ça peut être intéressant pour en faire, mais après, si c'est juste pour présenter tes offres ou tes services, c'est pas forcément le plus pertinent. Pour moi, il faut vraiment, si ta clientèle te remonte qu'elle a besoin d'une application, pourquoi pas en faire une. Mais après, pour moi, ça sert à rien de faire une application juste pour faire une application, pour faire comme tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, téléchargent des applications et finalement qui ne les utilisent pas. Donc, c'est pas forcément pertinent de faire une application pour finir un peu l'application poubelle au fin fond du téléphone, quoi. Oui, donc en fait, comme ce qu'on disait avant, la bonne façon de commencer, c'est quand même que ça rentre dans une stratégie qui a un vrai objectif et pas juste d'aller vers l'objet brillant. Bon, ça a l'air d'être sympa, ça, je vais m'y mettre moi aussi. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup enfin, pour moi, il y a beaucoup de boîtes qui sont tombées dans le piège à vouloir créer des applications et finalement, en fait, l'utilisateur n'en a pas l'utilité. Et en fait, bah, soit elle se fait désinstaller, soit elle est téléchargée, mais on l'utilise jamais, en fait. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Le but d'une application, c'est qu'elle a une utilité. Elle doit répondre à un besoin aussi d'utilisateur. Donc, ne pas hésiter à aller demander à sa cible ou à ses clients en demandant est-ce que tu as besoin d'une application ou non.
Et c'est là où potentiellement tu pourrais enfin si ils disent oui, là d'aller voir un UX designer ou un UX UI designer pour pouvoir justement créer cette application. Alors, on arrive déjà à la fin de notre échange et donc c'est le grand moment du conseil. Quel est ton meilleur conseil, celui que tu peux nous partager aujourd'hui? Ouais, c'est un conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans le métier ou plutôt, dans l'autre sens, quelqu'un qui voudrait faire appel à un UX UI designer? Je donnerai pas Eh ben, forcément. parfait. Donne-en un à chacun. Ouf. Bah, le meilleur conseil que je pourrais donner à une entreprise qui voudrait potentiellement faire appel à un UX UI designer, pour moi, c'est aller poser des questions directement à sa cible ou à son client idéal ou à ses clients déjà qu'il y a potentiellement pour aller demander quel est son besoin profond, qu'est-ce qui aurait besoin de changer dans votre processus ou j'en sais rien, enfin, dans cet univers-là. Donc, est-ce qu'il y a des choses à changer sur le site ou dans le processus ou autre, vraiment dans le but d'une amélioration constante de notre business. Et après, j'ai envie de dire pour ceux qui se lancent, enfin qui veulent devenir UX UI designer, j'ai envie de dire le meilleur conseil, c'est d'essayer d'apprendre plus comment fonctionne l'humain. J'ai envie de dire, c'est hyper intéressant, je trouve, de comprendre un peu les biais cognitifs ou des choses comme ça qui peuvent jouer là-dessus. Et je pense que ça a été le fait que quand j'ai appris les biais cognitifs, ça a été vraiment un game changer, je trouve, dans mon métier. Donc je pense que je dirais s'intéresser à ce domaine-là pour pouvoir évoluer en tant qu'UX et designer. Eh ben, merci beaucoup pour ces beaux conseils. J'espère qu'ils seront bien utiles. Et puis, merci d'être venu répondre à toutes mes questions aujourd'hui dans cet épisode. Bah, merci pour l'invitation et j'espère que ça a plu à tous nos auditeurs et je vous souhaite une très bonne journée du coup. Oui, à bientôt, Lorraine. À bientôt Marine. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.